La fille de Loire. Roman de Jean Vigneault écrit en 1947. Cet auteur avait rencontré les derniers mariniers de Loire. Il avait enquêté pour écrire ce texte qui ne vous laissera pas indifférent. En voici un bref passage extrait du chapitre 3 de ce roman. Ce n'étaient pas seulement les habitants de la Corderie que l'arrivée des bateaux avait mis en émoi, mais encore tous ceux du village, les troglodytes qui vivaient à mi-flanc du coteau, avaient quitté leurs trous sombres pour surveiller le fleuve. Le mouvement, la gaieté, l'aventure venaient pour quelques jours peupler leur vie solitaire. Les trafiquants de la Loire apportaient des contrées qu'ils ne connaîtraient jamais, des marchandises rares et des produits précieux. Faïence, cuir, étoffe, épices, du rhum et des oranges. Les vignerons voyaient dans la présence des mariniers une occasion de boire pour rien. Leurs femmes de se procurer quelques assiettes, quelques plats de Nevers, sans sortir un sou de leur poche, car les hommes de l'eau avaient la main large. Enfin, pour les gars et les filles, c'était une fête inespérée qui s'ajoutait à celle consacrée par les traditions. Cependant, il faut bien le dire, il y avait dans les fermes isolées, dans les huttes de charbonniers au fond des bois, bien des hommes qui, sous aucun prétexte, n'auraient ouvert leurs portes à ces coureurs de rivière, qu'ils tenaient en raison de leur vie vagabonde pour les envoyés du diable. Sur la rive du fleuve s'étaient montrés les premiers, comme il se doit, maître Réau l'armateur et son fils. Herminie et Marie-Louise, ses filles, avaient fait son choix d'un chemin qu'empruntaient pour leur promenade du dimanche les gens du village. Il était gai ce chemin avec ses buissons d'aubépine et ses mésanges qui voletaient de branche en branche, en saluant le premier jour de vrai printemps. Ils allaient être bientôt encombrés par les attelages des marchands et les charrois des pierrailleurs. Mimi avançait à grands pas et la cadette courait presque à ses côtés. Elles auraient voulu se tenir auprès de leur père pour mieux voir. Mais maître Réau prétendait que la place des femmes était à la maison, qu'elle ne faisait qu'augmenter par leur présence le désordre habituel de chaque débarquement. Au moment où elles atteignirent le rivage, débouchaient les bateaux. C'était un spectacle si beau qu'elles se redressèrent avec un sentiment de fierté. Elles auraient voulu courir au-devant d'eux, mais les saules bordant la rivière les eussent arrêtées. Il leur aurait fallu marcher sur les eaux pour les atteindre. Simples mortelles, elles avaient dû rester à l'endroit où elles se trouvaient et d'où la Loire se déployait comme un large éventail de lumière. Sur la rive, tout s'était tu. Un instant auparavant, les herbagers, rangés auprès de Nicolas Réau et de Jacques, bavardaient, gesticulaient comme au cabaret. Maintenant, ils étaient muets, gagnés par le silence qui les cernait de toutes parts. Silence du ciel, silence de l'eau, silence des bateaux, silence des hommes. Tout d'abord avait surgi sur les bras de Loire qui longeaient l'île de Cannes, du côté des levées, une seule barque, le bachot du routier, du maître de la route qui manœuvrait avec sa bourde, une longue perche avec laquelle il fouillait le lit du fleuve, vérifiait les balises faites de tiges d'arbres dressées au-dessus de l'eau, et les remplaçait par d'autres si le chenal était engorgé. C'était un vieil homme au nez aquilin, dont le regard attentif plongeait dans l'eau comme un fil à plomb. Il était là en éclaireur, en
en chef de file, vieil ange gardien auquel on devait obéir pour rester dans la voie du salut. À sa suite venait la flottille, la petite armada de maître Réau. Oh, elle n'avait pas bien sûr l'aspect imposant et majestueux d'une escadre de haut bord, mais on la citait d'Orléans à Nantes comme l'une des mieux construites et des mieux commandées. L'armateur de la corderie pouvait être fier à la vue de ces chalands, de ces solides chalands de chêne qui faisaient la nique à toutes les rambardes de sapin que guettait, après chaque voyage, le déchireur de bateaux pour les revendre aux menuisiers de la ville et aux marchands des cercueils. Non, ce n'était pas la mort que l'on sentait sur ces bateaux, mais la vie, et quelle vie! Ils arrivaient deux par deux, en couplage, comme de bons camarades, que ni le temps ni les dangers ne peuvent séparer. En premier, le Saint-Nicolas, tout goût glorieux de son avant, haut, relevé, dépassant de 6 pieds son compagnon, la Sainte-Jeanne, avec lequel il était lié par un madrier servant de passerelle et des filins noués au guidou. Derrière eux venaient l'Angevin et l'Hirondelle, pareillement forts, pareillement chargés. Tous ces bateaux avaient si bonne apparence avec leur chargement d'ardoises, de faïences et de noix d'Amérique qu'on eût dit qu'ils transportaient tous les trésors de Golconde. Tandis que sur l'océan, les navires de commerce cachaient entre leurs flancs, dans leurs soutes, leurs cargaisons, comme s'ils en avaient honte. Eux montraient les leurs, non sans une ostentation compréhensible, car elles pesaient pour les uns 50 tonnes, pour les autres 75, ce qui ne représentait encore qu'une bonne mesure. Maintenant, la flottille était au complet. Elle avait belle allure avec ses 4 bateaux couplés, chaque couplage traînant sa remorque de bachots et de soubres, bateaux de moindre importance, sorte de remise flottante pour les cordages et les outils nécessaires à la navigation. Les paysans étaient accourus des environs pour les regarder de près. Mais l'armateur ne les voyait pas. Ses yeux, son sang, son âme étaient avec ces bateaux. La manœuvre était difficile. Réau ne voulait en perdre aucun détail. Ce Giscard, qui possédait sa confiance, la méritait. Le maître du Saint-Nicolas, debout près du gouvernail, semblait animer de sa force joyeuse les bateaux et les voiles. Les hommes, jusqu'aux petits nuages blancs qui se dénouaient dans le ciel. Son corps, haut et musclé, appuyé nonchalamment contre la barre, frémissait à chaque ordre qu'il lançait d'une voix tranquille. Il avait le cou et les bras nus. Le soleil levant avait enduit sa peau d'une couleur de cuivre qui faisait ressortir le bleu vif des yeux et l'éclat des dents lorsqu'il riait, après un effort particulièrement réussi. À d'autres moments, il allait et venait sur son bateau comme un fauve, prêt à mordre, et les 2 petites ancres d'or suspendues à ses oreilles donnaient à son visage soudain durci, à la chevelure sombre en désordre, un air de barbare. Mais cela ne durait guère, car les marins qui ne le quittaient pas du regard avaient à cœur de le satisfaire. Bien vite, tout marchait à souhait de nouveau, et il remerciait les hommes d'équipage avec des signes d'amitié, comme s'il avait affaire à des enfants.